La douleur est un symptôme particulier. On ne le voit pas, on ne l'entend pas et on ne peut pas le toucher. Il est donc possible de ressentir la douleur sans avoir un stimule direct, comme dans certains. Il nous reste encore un long chemin à parcourir pour mieux comprendre ce processus complexe qu'est la douleur. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de notre balado Ça part en sciences. Aujourd'hui, nous abordons un sujet universel mais encore trop mal compris. Qu'elle soit faible, modérée ou intense, passagère ou persistante, elle fait partie de nos vies. Elle s'invite sans prévenir, souvent au mauvais moment. Elle peut nous freiner ou encore nous alerter. Si vous ne savez pas encore de quoi il s'agit, aujourd'hui on parle de la douleur. Mais qu'est-ce que la douleur au fond? La douleur est une expérience sensorielle et émotionnelle désagréable associée à une lésion tissulaire réelle ou potentielle ou à ce qui ressemble à une telle lésion. Il ne s'agit pas seulement d'une affaire de nerfs ou de stimulation. La douleur prend en compte le vécu social à travers notre environnement, nos cultures, nos peurs et même par quelque chose de plus subtil encore, notre sexe et notre genre. Aujourd'hui, nous parlerons de la douleur et en particulier comment le sexe biologique et le genre peuvent influencer la manière dont on l'aperçoit. Pour explorer ce sujet, j'ai le plaisir de recevoir Célina, étudiante à la maîtrise en sciences biomédicales à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Célina, bienvenue. Allô tout le monde, merci Fiacre de m'avoir invité, c'est un vrai plaisir d'être ici. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, peux-tu nous parler un peu de ton parcours? Oui, bien sûr. Depuis que j'étais petite, j'ai une passion pour la science, une curiosité de devenir chercheuse. Donc, j'ai toujours trouvé ça très cool, l'idée de pouvoir avancer la science dans le laboratoire avec des expériences chimiques, des rongeurs de cellules. Alors, j'ai commencé mon parcours avec mes études de premier cycle en pharmacie, un domaine que j'aime beaucoup parce qu'il permet d'explorer différents chemins de la science et la recherche, c'est-à-dire la production, l'utilisation des médicaments, leurs mécanismes d'action, les maladies, la biochimie. Puis j'ai eu l'occasion de faire des stages en toxicologie avec des patients, préparation de médicaments, mais celui qui m'a marqué le plus, c'était mon stage de recherche de premier cycle en neuroendocrinologie à ma dernière université au Brésil, où j'ai commencé à explorer ce monde des expériences, des conférences, des rapports. Et après ça, j'ai eu l'opportunité unique de venir faire ma maîtrise ici, au Québec, à l'UQTR, pour découvrir notre pays, d'autres langues, de poursuivre dans le domaine de sciences de la santé, de neurosciences, mais cette fois-ci avec des participants humains. C'est une recherche qui reste en sciences fondamentales, mais plus proche de la recherche clinique. Étudier la douleur, c'est une chose qui me passionne vraiment. Et de façon générale, cette expérience a été exceptionnelle. Poursuivre tes études au Québec, c'est aussi découvrir la culture québécoise, découvrir le français qui n'est pas ta langue maternelle. Alors, Célina, en quelques mots, ton projet de recherche porte sur quoi exactement? Mon projet porte la compréhension globale de la douleur. Comme tu as déjà très bien introduit, la douleur n'est pas une simple réaction aux brûlures, mais une expérience sensorielle, émotionnelle. C'est gênant, déplaisant, mais c'est surtout une expérience individuelle. Il y a une série de facteurs qui peuvent influencer la façon dont on perçoit la douleur. Le fait d'être un homme ou une femme, par exemple, les expériences de vie, les contextes, des aspects psychologiques et les caractéristiques propres à chacune. Donc, je m'intéresse à savoir c'est quoi que se passe exactement dans le corps quand on sent la douleur. Ok, de façon spécifique, quels sont tes objectifs de recherche? On cherche à mieux comprendre comment le sexe biologique et des facteurs psychosociaux influencent les mécanismes liés à la perception de la douleur. Alors, c'est sûr que c'est un objectif qui est très gros, moi je peux le dire, parce que c'est pas facile à atteindre comme objectif. Mais dans le jargon scientifique, on parle de méthodologie. Toi, dans ton projet de recherche, comment est-ce que tu fais pour répondre justement à cet objectif que tu t'es fixé? Bon, pour le faire, on doit adopter une approche qui analyse plusieurs systèmes pour avoir une vision complexe de la douleur. On recrute des participants adultes à l'université pour participer à une session dans le laboratoire et pour simuler la douleur, on applique des chocs électriques au niveau de la cheville avec des intensités contrôlées et ajustées individuellement.
Donc, on analyse certains facteurs psychosociaux avec des questionnaires déjà validés et on place plusieurs électrodes sur le corps pour enregistrer des réponses physiologiques. Notre principale analyse, c'est le EEG, c'est-à-dire électroencéphalographie. C'est le fameux casque avec plusieurs électrodes qu'on pose sur la tête pour capter l'activité cérébrale au niveau du cuir chevelu. On mesure aussi le rythme cardiaque, l'activation du système nerveux via la transpiration des mains et les réflexes nociceptifs de la jambe. Donc, avec tout ça, on adopte une approche qu'on appelle biopsychosociale pour mieux étudier la douleur. Donc, ces mesures sont déjà établies dans la littérature, ce qui nous permet de comparer nos résultats avec ceux d'autres chercheurs. Quand tu parlais de facteurs psychosociaux, est-ce que tu peux me donner quelques exemples des facteurs psychosociaux que tu prends en compte dans ton projet de recherche? Par exemple, pour les questionnaires, on prend compte de la peur de la douleur, la dramatisation de la douleur, c'est-à-dire ce sont des pensées récurrentes négatives qui peuvent affecter la perception de la douleur. Aussi, l'anxiété, par exemple. Moi, j'ai participé à ce projet de recherche, donc je peux dire que c'est d'une pertinence avérée. Et quand Célina parle de douleur, c'est vraiment dans un environnement sécuritaire et ce sont des douleurs qui sont très contrôlées. Alors, selon toi, Célina, pourquoi est-ce que c'est un enjeu d'évaluer ces paramètres-là? On commence à mieux comprendre l'existence des différences dans les mécanismes au niveau génétique, moléculaire, cellulaire, au niveau des systèmes impliqués dans le traitement physiologique de la douleur, aiguë et aussi chronique chez les hommes et les femmes. Donc, on sait que certaines maladies associées à la douleur chronique sont plus fréquentes chez les femmes, tandis que d'autres conditions présentent des caractéristiques particulières chez les hommes. Cependant, la littérature préclinique sur la physiopathologie de la douleur, en fait de la recherche de manière générale, repose historiquement sur des études surtout réalisées sur les rats et des souris mâles. Les femmes ont longtemps été exclues de la recherche médicale en raison de préoccupations liées à l'impact supposé du cycle menstruel, leurs niveaux hormonaux, capacités reproductives. Donc, nous sommes encore en train de comprendre comment fonctionnent ces mécanismes et leurs différences selon le sexe biologique, mais aussi les facteurs liés aux dimensions sociales et psychologiques dans l'étude de la douleur. Donc, en résumé, je dirais qu'il nous reste encore un long chemin à parcourir pour mieux comprendre ce processus complexe qu'est la douleur. Ok. Et si on imagine que tu es à la fin de ce chemin que tu viens de parcourir, quel impact ces résultats pourraient avoir sur la santé de la population? Bon, l'idée, c'est de mieux comprendre les interactions entre tous ces facteurs qui composent cette approche biopsychosociale et quels sont les mécanismes sous-jacents. Donc, on peut apporter des données de base pour développer à l'avenir des stratégies de prise en charge de la douleur plus adaptées, plus personnalisées. Par exemple, nous savons que l'utilisation des médicaments est essentielle pour traiter certaines maladies, pour soulager des symptômes d'autres conditions, mais elle doit être faite de manière responsable, adaptée à la réalité de chaque patient. Mais il faut bien souligner que la prise en charge de la douleur, elle va bien au-delà des médicaments. Elle inclut également des interventions non pharmacologiques, comme des exercices physiques, la psychothérapie. Ce sont aussi des aspects à ajuster en fonction des besoins spécifiques de chaque personne. Surtout quand on parlera de douleurs chroniques, ça va dans plein d'autres facteurs qu'il faudrait prendre en compte pour la prise en charge de ce type de douleur-là. Oui, exactement. On arrive à une partie très ludique de notre épisode. C'est un mini quiz sur la douleur. Donc, je vais permettre quand même, vu que j'ai aujourd'hui l'occasion d'avoir Célina qui développe son expertise dans la recherche sur la douleur, je vais lui poser quelques questions qu'on entend très souvent sur la douleur. Et Célina, tu me diras si ce sont des affirmations vraies ou fausses. Ça va? OK, super, allons-y. Première affirmation, les femmes ont une tolérance à la douleur plus faible que les hommes. Je dirais que ça, c'est une question un peu difficile à répondre. Je vais dire que c'est vrai, mais en réalité, c'est beaucoup plus nuancé que ça. C'est pas une réponse simple parce que beaucoup de gens pensent que les femmes ont un seuil de douleur, c'est-à-dire le niveau de stimulation nécessaire pour produire une douleur, plus élevé à cause des douleurs menstruelles ou de l'accouchement. Mais moi, je le pensais aussi avant d'étudier le sujet. Mais en réalité, la littérature scientifique nous montre que les hommes ont un seuil de douleur plus élevé lors des expériences en laboratoire. Et nous savons aussi que les femmes présentent une plus grande vulnérabilité à de nombreuses conditions douloureuses. Donc, on ne peut pas réduire tout le monde à deux catégories comme tous les hommes tolèrent mieux la douleur, on sont plus forts que toutes les femmes.
Il y a souvent plus de variations parmi les individus de même sexe que si on compare les deux. Donc, il faut aussi considérer d'autres facteurs importants, notamment l'âge, les conditions socio-économiques. C'est pour ça qu'étudier la douleur avec une approche biopsychosociale peut mieux nous aider à comprendre cette différence entre les hommes et les femmes. Super. Sinon, techniquement, il y a des femmes qui tolèrent mieux la douleur que des hommes, mais aussi des hommes qui tolèrent Ah mieux oui, la douleur oui, que des c'est femmes. Donc, deuxième affirmation qu'on entend souvent, la douleur est une sensation uniquement physique. ça c'est faux. En réalité, on appelle nociception la détection par des récepteurs situés ailleurs dans le corps, dans la peau, les muscles, les organes, d'un stimuli nocif, soit thermique, chimique ou mécanique. Ce signal est ensuite transmis par des neurones via la moelle épinière jusqu'au cerveau où a lieu le traitement de la douleur. Comme nous l'avons vu lors de notre échange aujourd'hui, ces traitements impliquent de nombreux facteurs, au-delà des seules réponses physiologiques du corps. Il est donc possible de ressentir la douleur sans avoir un stimule direct, comme dans certaines affections de la douleur chronique, ou bien l'inverse, qu'il y a une nociception sans douleur, comme par exemple lors des anesthésies dans un contexte chirurgical. Malgré une lésion tissulaire, la personne ne ressent pas la douleur grâce à l'action de certaines substances dans le système nerveux. Donc voilà, ce sont simplement quelques exemples pour l'illustrer. Alors, troisième affirmation, le genre n'a pas d'importance dans la recherche sur la douleur. Ça, c'est faux aussi. Et pour expliquer pourquoi, je pense que je vais commencer avec la différence entre les termes sexe et genre. Parfois, on pense que c'est la même chose, mais c'est vraiment essentiel à comprendre dans ces contextes. Donc, normalement, quand on parle de sexe, on fait référence au sexe biologique, attribué à la naissance selon l'anatomie. Le genre se réfère à la manière dont on perçoit nous-mêmes en tant qu'homme, femme, personne non binaire ou d'autres, et comment on communique ça aux autres dans la société à travers de nos comportements. Donc, il peut différer du sexe assigné à la naissance. Nous avons dans la société certaines attentes sociales, culturelles concernant les comportements historiquement attribués et attendus des hommes et des femmes. Pour donner des exemples, normalement, on pense que des hommes doivent être stoïques, forts, ne pas souffrir, ne pas pleurer, tandis que les femmes sont considérées comme plus sensibles, accentuant excessivement leurs plaintes. Donc, ça peut créer un biais dans le traitement et l'évaluation de la douleur. Il faut considérer qu'il y a aussi une différence liée à la volonté, la manière d'exprimer la douleur entre les hommes et les femmes, ainsi qu'à la recherche d'aide médicale. Donc, ces normes de genre peuvent influencer qui est cru, qui est orienté, qui est soigné. C'est pourquoi l'étude des facteurs liés au genre est si important et doit être prise en compte dans la recherche sur la douleur, mais aussi dans la pratique clinique, afin de mieux réduire les délais de diagnostic et de sous-traitement de certaines conditions. Alors, c'est très intéressant ce que tu dis là. Merci beaucoup, Célina, pour ce partage qui est très passionnant. En une phrase, qu'est-ce que tu voudrais que les gens retiennent de ton projet de recherche, ceux qui nous écoutent? Je voudrais vous laisser un message, c'est écoutez votre patient. Peu importe les mesures objectives, des mesures physiologiques obtenues, parce que la perception de la douleur reste une expérience multifactorielle unique. Seulement le patient ou le participant peut exprimer ce qu'il ressent. Il revient à nous, chercheurs, professionnels de la santé, d'adopter la meilleure approche possible pour gérer leur douleur selon les ressources à notre disposition. En gros, si je dis que j'ai mal, c'est que j'ai mal. Et Oui, si je dis que j'ai pas mal, c'est que j'ai pas mal. oui, exactement. C'est ça. Donc alors, est-ce que tu recrutes toujours des participants? Malheureusement, pour le moment, nous sommes en pause dans le recrutement. Nous avons bien réussi à recruter un bon nombre pour notre échantillon et nous sommes maintenant en train de réaliser des analyses statistiques de toutes ces mesures pour obtenir des résultats préliminaires. Cependant, je reste ouvert à des futures collaborations et échanges dans le domaine. Super. Est-ce que tu as des ressources pour ceux qui veulent en savoir plus? Parce que oui, nous avons essayé d'être très courts, mais il y a également beaucoup de ressources disponibles qui sont scientifiques, qui peuvent aider tous ceux qui veulent connaître plus sur la douleur. Pour en savoir plus sur le sujet, je recommande à ceux qui sont intéressés la lecture du livre Les phénomènes de la douleur du professeur Serge Marchand. Il est disponible dans plusieurs bibliothèques universitaires ici au Québec et il peut également s'acheter sur Internet en ligne. Mais je voudrais également vous inviter à participer en ligne ou en présentiel à Montréal le 13 novembre
à un événement gratuit appelé Pain Talks, où on parle de la recherche sur la douleur d'une manière vulgarisée pour le grand public. C'est une initiative du réseau québécois des étudiants chercheurs en douleur dont je fais partie et c'est une excellente façon d'apprendre un peu plus sur cette thématique. Vous pouvez consulter notre chaîne YouTube. C'est chaîne YouTube? Oui. C'est notre chaîne YouTube, RQSCD, le réseau québécois des étudiants chercheurs en douleur. Et un grand merci à toi, Fiar, pour l'invitation. J'ai beaucoup apprécié l'échange. Ça me fait plaisir de pouvoir parler sur mon projet et ces sujets si importants. Donc, merci. Merci beaucoup à toi d'avoir accepté l'invitation. Merci à toutes et tous pour votre écoute attentive. Je finirai ce balado par une phrase du docteur Marc Zaffran. La douleur est un symptôme particulier. On ne le voit pas, on ne l'entend pas et on ne peut pas le toucher. Célina a choisi le challenge de l'étudier et c'est tout à son honneur. Nous, dans notre balado Ça part en sciences, on a fait le challenge d'en parler au grand public. C'était Célina et Fiac pour le balado Ça part en sciences. À très bientôt pour un nouvel épisode. Bye bye.